ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je suis profondément honoré et heureux de vous proposer aujourd'hui la rencontre avec une grande dame, avec une femme qui est l'incarnation de l'excellence, de la féminité, une femme de talent, de compétences et de convictions profondes. Isabelle Dornano, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation, de me recevoir ici dans vos bureaux, en plein cœur de Paris. Isabelle Dornano, vous êtes avec votre mari Hubert, la fondatrice de la grande marque de parfums et de cosmétiques Sisley. Vous avez consacré votre vie à l'excellence, à la beauté, à l'exigence, tout cela avec une foi chrétienne profonde. On peut le dire comme ça ? Oui, on peut dire comme ça. J'ai buté chez vous sur la foi chrétienne profonde parce que la foi est un grand mystère, un grand mystère, et c'est finalement le mélange d'amour, de foi. Alors compliqué. on va en parler peut-être un petit peu au cours de cette rencontre. Justement, votre vie a évolué dans des milieux professionnels très exigeants, des milieux au top. Est-ce que c'est pas difficile de concilier la foi dans ces milieux professionnels où en général elle est peu pratiquée ou en tout cas très peu publique ? Alors, au départ, quand j'étais élevée je suis née en Pologne, mais j'étais élevée en Espagne, et que je me suis mariée en France, j'avais jamais habité en France avant. Et ce qui m'a étonnée en France, c'est la laïcité, parce que la laïcité fait qu'on ne peut pas parler de foi, au fond, et que c'est le sujet le plus intéressant, finalement. Finalement, c'est vraiment, je trouve que c'est un manque, et d'autre part, c'est peut-être bien, ça nous défend contre autre chose, contre d'autres religions qui arrivent, on n'a pas besoin de se défendre contre elles, mais disons, peut-être elles pourraient être assaillantes. Mais oui, moi je trouve que ça m'a toujours étonné qu'on ne touche pas ces sujets-là. Cela dit, on peut planter des graines, ça n'empêche pas. Et des gens sont très, je dis professionnellement, dans le milieu professionnel, beaucoup plus disons que dans le milieu mondain. Mais j'ai découvert finalement que dans le milieu professionnel, quand un sujet de foi apparaît, les gens c'est assez étonnant, on découvre qu'il y a quand même des gens qui sont en recherche, qui sont très très contents que leurs enfants aillent dans des écoles catholiques. Et c'est peut-être aussi quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'on peut plus facilement maintenant parler spiritualité qu'avant. Oui, je pense. Ça correspond peut-être à une inquiétude contemporaine, peut-être. Dans une mon recherche de cas, sens. je trouve le plus difficile, c'est d'en parler en famille. C'est curieux. Plus on est proche, plus c'est difficile d'en parler. Mais sinon, parler de spiritualité, moi, maintenant, finalement, mondainement, on a connu beaucoup de monde, et on a été, disons, mondain beaucoup pour les affaires. Mais je trouve que maintenant, c'est vraiment, si je sors, c'est des sujets que j'ai pas peur d'aborder, de soulever. Alors cette foi chrétienne, vous l'avez reçue de vos parents. Pourtant, les choses avaient commencé difficilement à l'âge de 2 ans. Votre mère a dû fuir la Pologne, dont vous parliez tout à l'heure. Vous êtes originaire de Pologne, Isabelle Dornano, d'une grande famille qui est très liée à l'histoire de Pologne. Et là, c'était en pleine guerre. Vous étiez obligé de fuir la Pologne. Vous partiez avec vos sœurs et juste une valise. Oui, c'est tout à fait vrai. Maintenant, à mon âge, je pense à ma mère, parce que je me dis, elle avait peut-être à peine 30 ans, et elle partait avec 3 filles dans la cadette, c'était moi, j'avais 2 ans. Et en 40, on avait passé 6 mois dans un camp russe, et on a été repérés par
le ministre des Affaires étrangères italien et la famille royale italienne, Ciano, qui était genre de Mussolini, qui connaissait mes parents. Nous ont voulu à ce moment-là vraiment donner des passeports italiens à toute la famille Radziwiłł avec laquelle nous étions emprisonnés. Et il y a que ma mère avec ses 3 filles, qui a voulu partir parce que mon père était parti déjà. Oui. Et vous êtes parti en Espagne? Et nous sommes partis d'abord à Rome, où Ciano a retrouvé, enfin, nous a remis en contact avec mon père. Et après ça, de là, je crois, à Angers, où était le gouvernement polonais, qui était en dehors de la Pologne, qui était parti. Mon père était parti avec le gouvernement polonais. Et après ça, de là, le voyage, c'était l'exode, c'était l'exode français. Et bon, on s'est retrouvé à la frontière hispano-française, où on a pu. C'est assez long l'histoire, je sais pas si elle intéresse, votre histoire est très liée à la grande histoire. Mon père avait rendu service au camp national, il remplaçait le ministre des Affaires étrangères, il avait rendu service à un bateau de réfugiés espagnols qui abordait à Gdańsk. Et ils ont vu le nom, ils ont dit, nous ont laissé passer, on a traversé l'Espagne, on est arrivé au Portugal, où nous sommes restés 4 ans. Mon père a été nommé ambassadeur, enfin, ministre plénipotentiaire de Pologne en 44 à Madrid. Encore pour le seul gouvernement polonais existant. C'est passionnant de vous écouter parce que la grande histoire est toujours liée à l'histoire familiale. Et c'est depuis des siècles comme ça dans votre famille, Isabelle Dornano, avec votre famille, les Potocki, les Radziwiłł en Pologne que... Maintenant, en vieillissant, je me rends compte, je m'intéresse à ça, je me suis pas intéressée longtemps. Maintenant, je m'intéresse et je vois que ma famille, effectivement, a été très, très liée à l'histoire de la Pologne. Vous aviez dit dans une excellente interview que vous aviez donnée à l'Eteia il y a quelques années que vous aviez reçu de votre parent 2 trésors, la foi et la langue polonaise. Oui. Alors, la foi, c'est sûr, oui, je l'ai reçue de mes parents et j'ai été quand même élevée en Espagne où la foi a été, à ce moment-là, omniprésente. Et la langue polonaise, c'est étonnant. Et la langue polonaise aussi, parce que on était ce qu'on appelle en anglais des displaced people. Et de fait, de parler en polonais, on appartenait quelque part. Et ça nous donnait nos racines. Et finalement, oui. Et mes parents aussi j'ai beaucoup profité du respect que les gens avaient pour mes parents en Espagne. Mes parents étaient très respectés en Espagne. Il y a des originalités très fortes dans votre histoire, Isabelle Dornano. C'est à la fois un lien très fort avec les racines et en même temps une immense ouverture. Pas uniquement une ouverture internationale, mais aussi une ouverture d'esprit. Une ouverture même au niveau religieux, parce que vous êtes à la fois croyant, mais en même temps ouvert. Oui. Je dois dire... Je me sens très polonaise, mais je me sens citoyenne du monde. Comme vos parents, vous dites qu'ils étaient citoyens du monde. Parce que finalement, et c'est drôle parce que j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. C'est pas si facile que ça, parce que maintenant on choisit la partie du monde qu'on aime. Là, vous voyez, eux, ils ont choisi cette partie de l'Europe. Oui, non, certains ont choisi l'Amérique. Des études. Non, mais je pensais à la Pologne. Oui, non, alors voilà. Oui, malheureusement, mes enfants n'ont pas tellement d'affinité. C'est avec la Pologne, mais la famille polonaise a beaucoup compté dans la vie les cousins polonais, par exemple, sont très, très présents chez nous. Donc, Isabelle Dornano, après l'Espagne, vous avez étudié à Oxford, en Angleterre. Oui. Et puis, vous avez pas mal voyagé à ce moment-là. Et ensuite, j'ai travaillé en Espagne et à un moment donné où les femmes ne travaillaient pas du tout. C'est très drôle parce que l'Espagne s'est tellement émancipée. Mais vous êtes des novateurs dans votre famille. Oui, mais après ça, j'ai travaillé pendant 2 ans à Londres et après ça, je me suis mariée. J'avais jamais habité la France avant. Et vous avez habité la France. Vous dites encore que ce que vos parents vous ont transmis, ça me paraît très important de parler de cette transmission, ces 4 piliers importants, la foi. Et je trouvais intéressant qu'ils soient associés, la foi, la réputation, l'éducation et les relations. Oui, alors la foi, ça va de soi, mais vous voyez, c'était beaucoup plus facile dans ces temps-là. Je vois, moi, avec mes enfants, c'est beaucoup plus difficile parce que ils vivent complètement dans une autre atmosphère. La déchristianisation s'est fait vraiment
en Europe, l'Europe est très déchristianisée. Dans toutes les familles. Oui. Et alors, la France a ce noyau catho qui est très catho, et c'est des gens de grande valeur, c'est des gens qui comptent dans la société, qui sont souvent des intellectuels aussi. Mais sinon, l'atmosphère générale est totalement déchristianisée. Et alors ça, c'est assez difficile. Quel autre et vous parlez aussi de l'éducation et de la réputation. Et je crois que c'est parce que vous dites que la réputation, ça sonne un peu élitiste, mais c'était cette réputation mes parents avaient été vraiment respectés en Espagne. Et ils ont beaucoup fait pour la Pologne par le respect que les gens avaient pour eux personnellement. C'était je sais pas comment dire, bien sous tous les égards. Je sais pas ils avaient tout perdu, ils avaient pas l'argent, c'était pas du tout une question d'argent, mais ils étaient vraiment très connus et respectés à tous les niveaux de la société. Vous-même, Isabelle Dornano, vous avez étudié à Oxford. On avait eu cette discussion une autre fois où vous disiez que il est très important que des enfants fassent de bonnes études, mais au-delà des études, ce qui est important, au-delà de l'apprentissage, de ce qu'ils apprennent pendant leurs études, c'est les relations qu'ils tissent. Oui, très important. On revient un petit peu à cette question de réputation, très important. Mais qui était liée à la dignité humaine, à la moralité d'une personne. Moi, je trouve que les relations, c'est les plus grandes différences sociales, c'est dans les relations. C'est beaucoup plus que l'argent. C'est le carnet d'adresses. Si vous avez un bon carnet d'adresses, vous trouverez un stage. Vous trouvez un stage pour vos enfants, pour les amis de vos enfants. Ça fait toute la différence. Le carnet d'adresses, c'est à mon avis, la chose très importante. Et les carnets d'adresses commencent dans les universités ou dans les masters. Vous savez, si on fait un bon master, vous trouverez des gens que vous retrouverez plus tard dans d'autres situations. C'est ce que je dis à mes enfants. Ils ont fait des études et je leur dis soignez bien vos relations, c'est important. Ah oui, alors, vous voyez, nous, en tant que gens d'une famille qui a tout perdu, je dois dire, ces relations ont été primordiales. Parce que c'est ce qui nous a permis de retrouver, après, de rencontrer des gens intéressants, d'être dans des milieux intéressants, d'être bien dans tous les pays aussi. Je me rends compte que beaucoup de Français, par exemple, ne sont pas du tout à l'aise en Angleterre, je sais pas, moi, je suis pas spécialement à l'aise en Allemagne parce que j'ai été peu en Allemagne, mais je suis à l'aise en Suisse, en Angleterre très à l'aise, en Espagne naturellement très à l'aise, au Portugal, je sais pas. Alors vous avez rencontré Isabelle Dornano, vous avez rencontré et épousé Hubert Dornano, vous avez été mariés 52 ans. Un homme avec qui vous avez vécu l'aventure extraordinaire de votre vie. Vous parlez de lui en disant que c'était un homme juste, humain, créatif, indépendant et original. C'est une très bonne description. C'est la vôtre? Je peux pas l'améliorer beaucoup parce que il était très original, parce que par ses racines, il était moitié polonais quand même. Sa mère était polonaise, son père avait été diplomate en Pologne, avait épousé une polonaise. Il descend en ligne directe de Marie Walewska. C'est curieux, quand même. Je suis la 3e polonaise dans la famille. Je sais pas, il était attiré par ce pays et très différent de son frère Michel, par exemple, et de mon beau-père. Il aimait viscéralement la campagne. C'est-à-dire, vraiment, il travaillait pour pouvoir mener la vie qu'il veut mener, avoir une campagne. La campagne et la nature, justement. Et ça, on va en parler parce que son père avait été co-créateur de Lancôme. Oui. Et il avait ensuite lancé la marque Orlan avec son frère Michel. C'était avant que Michel, je crois, entre en politique. Oui, tout à fait. Tandis que vous, alors on va en reparler, mais vous-même, à ce moment-là, vous étiez dans la mode. Vous étiez aux côtés de Jean-Louis Scherrer. À travers Orlan quand même parce que Orlan avait racheté Jean-Louis Scherrer. Et alors, on m'a offert de m'occuper de cette marque et j'ai beaucoup aimé. C'est un beau détour qu'on fait avec les auditeurs de parler de ces marques illustres et immenses sans toujours penser qu'il y a des chrétiens qui sont aux manettes dans ce genre dans ces belles entreprises. Vous allez justement avec Jean-Louis Scherrer contribuer au développement international, notamment aux États-Unis. Beaucoup. Tout à fait vrai. Et avec Jean-Louis Scherrer, aux États-Unis, et ça m'a beaucoup aidé pour Sisley parce qu'après ça, l'aventure a été renouvelée avec Sisley où je me suis beaucoup occupée avec mon mari personnellement du marché américain qui est pour nous un marché très important et très très bon marché
grâce au fait qu'il a été très bien démarré. Alors, vos liens avec les États-Unis, ils sont même, on va revenir un tout petit peu à la famille, vous êtes même lié au Kennedy. Oui, on est liés par alliance parce que le frère cadet de ma mère avait épousé la sœur de Jackie Lee. La fameuse Lee Radziwill. Et voilà, c'est grâce à ça j'ai connu ce clan. Vous avez connu le clan. Je fais un tout petit écart, si vous me le permettez, Isabelle Dornano. Aujourd'hui, 60 ans après les grosses tensions du temps des Kennedy avec les tensions nucléaires, on vit une période de tension très forte avec l'Ukraine. Vous avez connu les Kennedy. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle avec un président américain, Biden, qui, à certains égards, ressemble un peu à Kennedy? C'est une très bonne question parce que moi, personnellement, je pense que depuis mon enfance, je n'ai pas vécu un moment aussi dangereux comme maintenant. Je pense que nous vivons un moment extrêmement dangereux parce que les Russes sont tellement unpredictable, c'est pas imprévisible. Et on est dans les mains d'un type qui n'est pas un fou, je pense, mais qui a pris c'est une fuite en avant pour lui. Où est-ce que ça va s'arrêter? Quand même, au moment des Kennedy, il y avait le Politburo. C'était pas une autocratie. C'était là, il y avait des gens autour c'était Khrouchtchev. Oui. C'était Khrouchtchev. Il y avait des gens autour de lui qui n'avaient pas une totale liberté. Est-ce que vous pensez qu'un catholique comme Biden peut être un bon président et qui peut agir comme il faut? Mais j'espère, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, sauf que il n'a pas tellement à perdre. Je dois dire, Biden, c'est sûr que c'est son dernier mandat et que ce qui m'a frappé, c'est l'attitude des Américains, parce que l'attitude de Biden, elle a changé après son premier voyage en Ukraine. Il a vu les Ukrainiens, il s'est dit, on peut investir là-dedans. Et il n'y a pas de doute que les Américains sont derrière, mais c'est les Ukrainiens qui ont été envahis. Oui. Alors l'Ukraine, évidemment, ça vous touche parce que vous êtes lié avec l'Ukraine, puisqu'il y a toute une partie de l'Ukraine qui était polonaise, où vous aviez mon histoire. grand-père avait 70 000 hectares en Ukraine. Et mon grand-père Potocki, le père de mon père, était député à la Douma. De l'Espérance à la Douma de 1910. Il représentait les minorités ukrainiennes. Il avait 2 journaux en ukrainien pour les Ukrainiens à Saint-Pétersbourg. Donc vous êtes un peu inquiète en ce moment? Non, mais je trouve que c'est très dangereux. Moi, je suis vieille, vous savez. Alors, je suis inquiète je pense vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prier pour la paix, et sinon, on est vraiment, je sais pas s'il y a tellement à faire. Je pense que quand même les Ukrainiens se battent pour nous un peu. Ils se battent pour l'Occident. Et les Polonais sont prêts de le faire aussi. Et les Polonais sont prêts de le faire. Il faut que les Polonais quand même soient des partenaires loyaux de l'Europe. Ça, je trouve que c'est quand même... On peut pas prendre l'argent. Je sais pas si ça va plaire à certains de vos amis polonais qui vont écouter ça. On peut pas prendre l'argent et ne pas être complètement pas loyal. Par contre, j'ai des idées sur l'Europe. Je trouve que l'Europe devrait pas se mêler des lois sociétales. Je crois que là, chaque pays a ses propres convictions, ses propres sensibilités. Vous faites allusion aux questions de l'avortement en Pologne? Oui, de l'avortement, mais de tout, de l'euthanasie, de LGBT, du wokisme, de tout ce qui se passe ici. Franchement, nous tapons sur l'Amérique, mais on prend tout ce que l'Amérique a de... Vous prenez plus d'ouverture, tout simplement. Oui, je prône que l'Europe n'impose pas de ce côté-là, qu'elle impose peut-être du côté Europe. de la justice, et du côté des lois. Ça, je comprends très bien, mais peut-être je pense que chaque pays est un peu, la Pologne est très différente de la Hollande. Qu'est-ce que vous voulez? Certainement. On revient, si vous le voulez bien, Isabelle Dornano, à l'histoire. Vous parliez des liens de votre mari Hubert avec la nature. Orlan est vendu, c'est le moment où Michel, son frère, entre en politique. Oui. Et lui, il pourrait vivre à la limite de ses rentes. Il a 49 ans, mais non, il commence avec vous une aventure extraordinaire. On est ici dans les magnifiques locaux de Sisley, qui est la marque que vous avez créée ensemble à ce moment-là et qui est très liée à la nature.
qui est très lié à la nature. Mais surtout, mon mari a commencé à travailler dans les cosmétiques quand il avait 20 ans. Vous savez, il est mort à 89 ans. Léonard Lauder a dit devant moi, I've come to see a legend. Je suis venu voir une légende quand il est venu nous voir. On était en Floride. D'Estée Lauder, bien sûr. Oui, parce que il était un grand connaisseur de cosmétiques. C'est pas du tout qu'il s'est improvisé. Et l'idée, alors justement très originale de la création de Sisley, c'est une idée novatrice. Oui, c'est une idée très novatrice parce que c'est pas les plantes côté tisane, c'est vraiment les plantes à l'heure de la technologie. C'est tout ce qu'il y a à découvrir dans les plantes. Et il y a encore, on est en balbutiement de ça. Vous savez, surtout beaucoup pour les médicaments, pour la santé, mais pour les cosmétiques aussi. Et au fond, la nature a été faite pour l'homme. On devrait tout découvrir dedans. Et donc, vous avez pratiqué, parmi les premiers, la phytocosmétologie. Oui. Alors, nous avons été parmi les premiers qui ont vraiment pratiqué la phytocosmétologie en excluant tout le reste. C'est-à-dire la chimie, tout le reste des produits de synthèse. Voilà. Qui sont, il faut dire, beaucoup plus faciles à contrôler. Il y a moins de tests. Il y a beaucoup moins de produits actifs dans un produit de synthèse, est beaucoup plus simple. Alors disons qu'il y a beaucoup de contrôle sur les produits naturels qu'il faut faire, sur les produits pas naturels, sur les produits à base des extraits naturels de plantes et des huiles essentielles. Comment expliquez-vous, Isabelle Dornano, le succès phénoménal de cette marque mondiale? Je sais pas. Je pense que on s'est beaucoup investi. Les 10 premières années ont été très importantes. On avait fait un plan pour lancer cette marque où on investissait de l'argent pendant 5 ans et on a fait un break-even au bout de 5 ans. Après ça a été toujours, c'est une marque qui a été toujours profitable. Nous n'avons pas touché de dividendes pendant 25 ans. On a touché juste au salaire quand il y avait quand on a commencé à faire des profits. Et je pense, vous savez, je sais pas, les produits sont bons. Moi, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Mais on est une marque haut de gamme. Mon mari disait toujours, moi, je sais faire de l'haut de gamme, et l'haut de gamme vous donne une liberté de faire de très bons produits. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une expérience qu'il avait du passé. C'est quand on a des produits qui sont moins chers, il faut faire plus attention avec qu'est-ce qu'il y a dedans et comment on les produit, comment on les lance, parce qu'on a moins de marge, tout simplement. Je sais, Isabelle Dornano, que vous êtes très attachée, vous aimez beaucoup le pape François. Comment avez-vous réagi lorsqu'il a publié cette encyclique Laudato Si, où justement il y a ce respect de la nature que vous pratiquez? Crois, comme disent les Anglais, high time, il était temps que l'Église s'intéresse aussi à la planète. Cela dit, je trouve que c'est un peu dommage qu'on s'est pas intéressé. On n'a pas relevé du tout le côté de l'écologie humaine, parce que pourquoi est-ce qu'on nous a interdit vous savez, du maïs qui est transgénique ou je sais pas, du riz qui a été trafiqué, tandis que on peut trafiquer les enfants. On peut non. Je trouve qu'il y a quelque part, on s'empare de ce qui convient et je suis un peu déçue que ça n'ait pas touché plus la société, l'écologie humaine, l'écologie de l'homme. Mais vous parlez de l'encyclique ou vous parlez des applications après de l'encyclique? Non, mais je parle de ce que de ce qu'on a, des répercussions que l'encyclique a. Oui, c'est-à-dire que effectivement, on n'en a pas parlé du tout. Cette encyclique rentre dans les mœurs, mais beaucoup plus au niveau de l'écologie de la nature, et davantage que de l'écologie humaine. Oui, voilà. Je trouve que c'est dommage parce que ça, c'était une occasion quand même. Et que l'écologie, même une occasion de discussion, je sais pas, sur l'écologie humaine aussi, parce que l'homme est quand même, je crois qu'on nous dit, en tout cas dans la Bible, que la nature a été faite pour l'homme quand même. Depuis que j'ai regardé vos questions, je me disais, mais c'est quand même assez extraordinaire ce que l'homme a fait de la nature. Il en a fait quand même des choses très belles. On peut pas dire que tout est mauvais. Absolument. Alors vous allez évidemment en Patagonie ou je sais plus où et vous voyez des superbes, des vues superbes. C'est naturel. Oui, mais l'homme a fait aussi des choses très belles, non?
Ah oui, non mais moi vous connaissez peut-être Saint-Malo, moi je viens de Saint-Malo. Vous voyez un mariage entre la nature et l'architecture qui est Oui, absolument je extraordinaire. trouve que l'architecture Mmh. est ce que l'homme a fait de l'architecture, pas de l'architecture, mais dans l'architecture est absolument Mmh. superbe. Et quand on voit d'où l'homme est parti, des cavernes, non, de l'art, Mmh. qu'est-ce qui a été fait au nom de Dieu? C'est absolument Mmh. extraordinaire, Donc non? cette écologie humaine, effectivement, souffre beaucoup et continue de souffrir. Et c'est vrai que notre société est malade. J'aimerais revenir, Isabelle Dornano, à l'aventure de Sisley parce que c'est une aventure de couple, c'est une aventure familiale, dans une famille où l'esprit de famille est très important. C'était pas très risqué de partir parce que vous, à l'âge de 49 ans, vous aviez déjà des enfants, votre Hubert avait 49 ans, vous vous lancez dans une entreprise familiale avec lui. C'est très Oui. risqué, non, de travailler en couple. Ça devait être très tendu, j'imagine, non? Non, c'est-à-dire que c'est devenu pendant un certain temps un sujet qui occupait tout. C'est peut-être le défaut, Mmh. parce qu'on travaillait samedi, dimanche, on parlait dans la voiture. Mais d'autre part, ça leur a donné tous une envie de travailler. Mmh. Mes enfants ont absolument la culture du travail, par exemple, parce qu'ils nous ont vus travailler. C'est une des choses que mon mari disait à 49 ans. Je veux pas être un gentleman farmer, que mes enfants me voient pas Mmh. travailler. Ils s'étaient mariés tard. Mmh. Alors, raison de plus, les enfants étaient petits, enfin, relativement petits, mais ils nous ont toujours vus travailler. Et pour eux, c'est exclu de ne pas travailler. Vous voyez, c'est devenu. Et maintenant, ils travaillent d'ailleurs, c'est une Oui. entreprise familiale. Et alors, on a la chez Sisley. chance qu'on a des enfants très capables et que Philippe est très capable, gère très bien cette affaire. Et le président. Et Christine est aussi très, très capable. Et on a perdu 2 enfants, malheureusement. Mais Elisabeth habite l'Espagne, Madrid, mais elle a participé aussi elle a été l'image de L'égérie. pendant 10 ans. Mmh. Et non, je pense, on me pose cette question souvent, est-ce que c'est difficile de travailler en couple? Pour moi, c'était pas difficile, mais je dois dire, on avait aussi un grand respect mutuel. Il faut pas, il faut quelque part céder. Vous voyez, quand... Justement, parce que c'est quoi le secret de longévité d'un couple? 52 ans de mariage, Hubert est parti il y a quelques années. Comment vous expliquez-vous ce secret de longévité, de bonheur que vous avez vécu ensemble? Vous savez, il faut pas se leurrer, il faut être bien ensemble, il faut s'aimer. Ça, c'est en premier. Mais en plus, je pense que il faut quand même essayer d'avoir un peu les mêmes intérêts, mais celle de l'affaire nous a beaucoup aidé dans ça. On aimait les sports aussi, les mêmes sports, pas toujours les mêmes, mais enfin, moi, je cédais beaucoup dans les choses secondaires. Et je pense que quelqu'un doit céder. Dans les choses secondaires. Dans les choses secondaires. Quelqu'un doit céder, quand même. Vous voyez, si on veut toujours être sur son propre territoire, je pense que c'est un peu par la force des choses, on s'éloigne parce qu'on a... Mais c'est peut-être un peu facile de céder sur les choses secondaires et pas sur les choses essentielles. Non, moi, sur les choses essentielles, comme, disons, les croyances, et les écoles des enfants, ça, Mais vous partagiez peut-être ces valeurs avec lui. Oui, non, je partageais les valeurs, mais je ne partageais pas peut-être certaines des choses qu'il aimait mais qui étaient moins importantes. Lieux où il aimait passer ses vacances ou des choses comme ça. Alors là, je crois que finalement, il vaut mieux avoir un mari qui est content que un mari qui n'aime pas la plage est à la plage. Voilà. Votre vie, Isabelle Dornano, est un modèle de réussite. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, c'est magnifique. Il y a eu aussi des hauts et des bas. Oui, et on a eu, comme tout le monde, on a eu des hauts et des bas et des grandes pertes de mes enfants. Ça a été une énorme perte. Mais là, c'est moi aussi. Là, je dois dire, moi, j'ai vraiment serré les dents et je me suis dit, ça va pas changer l'esprit de notre famille. Malheureusement, il y a eu, une de mes filles a été plus affectée, mais disons que vraiment, je ne voulais pas. Mon mari était très, très habitué à réussir ce qu'il entreprenait. Et devant la mort, il n'y a pas... Vous voyez, elle vous met devant le fait accompli. Il faut l'accepter ou alors être en rébellion et les coupes se déchirent et se défont. Sans la foi, qu'est-ce qui se serait passé pour vous? Ah, je sais pas. Je suis même pas posé la question parce que je me suis dit... Vous savez, comme la phrase de l'Évangile, vers qui irions-nous? Il n'y a que toi qui as des mots de vie éternelle, des paroles de vie éternelle.
mais il n'y a pas. C'est pour moi ça m'a plutôt fortifié dans ma foi que. Mais je sentais parce que ma belle-mère était morte jeune, enfin à 50 et quelques années, et mon beau-père était très en rébellion contre la religion à ce moment-là, et je me suis dit je veux vraiment pas. Voilà, je ne voulais pas qu'on pense que Dieu ne se mêle pas de ces choses-là. C'est nous. Justement, parce qu'avec toutes ces réussites que vous avez égrenées dans votre vie, ces réussites humaines, est-ce que vous n'avez jamais été tenté de céder à la facilité sur le plan spirituel, de relativiser, de devenir, de s'attiédir? Non, mais moi je trouve que nous sommes des voyageurs sur un navire, et on traverse ce monde qui est superbe et qui nous donne une occasion de tas de choses, mais j'espère arriver au but. Nous avons quand même un but à atteindre. Je trouve que relativiser, ça serait vraiment bête, non? Et ce but à atteindre, pour vous, c'est lequel? Oui, moi je trouve que moi, j'ai toujours senti ça, je dois dire, même quand j'étais jeune, même quand j'étais pas mariée, je me suis dit, on est sur cette terre pour faire quelque chose. Il faut que cette vie que j'ai, j'en fasse quelque chose, quand même sans les moyens, sans rien, bien avant. Et après, j'ai eu l'occasion, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombée sur quelqu'un de vraiment assez exceptionnel, et qui disons, j'ai vu dans vos questions, vous me demandez, c'est vrai que le milieu dans lequel je vivais pendant des années, pendant toutes les années glamour de la vie, enfin, on a été très glamour, pour ainsi dire, entre guillemets, mais c'était un milieu qui était, ne pouvait pas vraiment parler des sujets chrétiens, mais je me suis toujours accrochée quand même, ça a été toujours quelque chose qui ne m'a pas quitté. Est-ce que vous estimez que votre foi est meilleure ou plus profonde aujourd'hui que lorsque vous aviez 20 ans? Oui, sûrement plus profonde, parce que quand même, il faut quand même nourrir cette foi. Alors, une vie qui est assez longue, elle a nourri la foi. Je me suis intéressée à beaucoup de choses. Mais vous savez, la foi, c'est insaisissable. Il faut en prier tous les jours pour l'avoir. Pour moi, je suis pas du tout. Quand vous parlez de foi profonde, je me dis c'est fragile comme la porcelaine, la foi. Et c'est une chose pour laquelle c'est ma première prière. Et je pense aussi que la foi quelque part est un choix aussi. En dernier lieu, la foi est un choix, parce que je sais pas qui, c'est Jean Guiton qui disait que si sur son lit de mort, on lui démontrait comme 2 et 2 font 4 que Dieu n'existe pas, il n'aurait pas regretté d'avoir cru. Alors, ça c'est dans le pire des cas. Mais quelque part, moi je dis pas que j'ai eu comme comme tous les saints, et comme beaucoup de gens qui témoignent, une grande rencontre. Vous savez, je suis pas allée à Kakuna, une grande rencontre avec mais Kakuna au Canada, qui est un très beau lieu spirituel. Il paraît. Mais je sais que Jésus est sans Jésus, il y a pas vraiment de foi. Sans Jésus-Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, oui, il y a la foi, il y a le choix. J'aime beaucoup quelque chose que François Cheng a dit. C'est que ça m'a beaucoup frappé, que le fait christique est un fait unique au monde. Ça n'existe dans aucune autre religion. Nulle part un homme a voulu passer par ce que le Christ est passé, par amour et en pardonnant. Ça n'existe pas. Alors, vraiment, c'est une source de reconnaissance quotidienne. Pour vous, Isabelle d'Ornano, aujourd'hui, vous avancez dans la vie. Qu'est-ce qui devient le plus important dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? C'est beaucoup prétendre qu'on transmet quelque chose. Je voudrais ne pas être un mauvais exemple pour mes enfants. Ça, c'est sûr, et pour mes petits-enfants. Transmettre, c'est très difficile maintenant, vous savez. Ça, j'admire ceux qui, il faut pas sortir trop d'un milieu, ou alors y faire une rencontre, ou c'est ce que parce que transmettre comme ça, mais je voudrais, La transmission de la foi à votre famille, dans votre famille, est vraiment quelque chose d'important qui vous touche.
oui. de pouvoir transmettre la foi. Moi, Oui. c'est pareil. Hein, Ah oui, oui. Moi, ça me touche c'est pas facile énormément. avec mes enfants. Et je dis pas du tout que je réussis, mais au moins donner l'exemple. Au moins, vous voyez, et de montrer ce à quoi on tient vraiment. Vous voyez, montrer quelles sont vos priorités. On peut le montrer à vos enfants, et à vos petits-enfants même. Alors, vous êtes vous-même, Isabelle Dornano, très engagée dans des actions caritatives, comme Fratello. On connaît Étienne Villemain, qui est déjà... Moi, personnellement, je dois dire, c'est pas que je suis tellement engagée dans Fratello, mais Fratello m'a touchée et j'ai fait plusieurs déplacements pour à Rome, notamment, vous allez aux Journées mondiales des pauvres. Beaucoup aussi avec Stan. Alors, Stan, on parle de Stan, qui était un ami, un ami cher et qui était votre neveu. Tante Isabelle. Il y a tout un milieu à Paris qui m'appelle Tante Isabelle parce que c'est... Mais pour les auditeurs, pour parler de Stan, on a déjà parlé de Stan au micro de Théo. Stan Wernitsky était un ami très proche qui est mort au début de cette année. Il est parti après une longue maladie. Il était votre petit neveu. Enfin, il avait épousé votre nièce Christina. Oui. Et c'était une grande figure. Grande figure. Il nous manque. Il était une grande figure parce qu'il était totalement original. Je n'ai jamais, j'ai connu beaucoup de gens dans ma vie. J'ai pas connu quelqu'un d'autre comme Stan, avec qui on pouvait parler de tout, qui était intéressé dans les choses profondes, mais aussi dans les choses belles, dans les pierres précieuses, dans les, je sais pas, dans les robes, mais aussi dans les psaumes. Il était universel. Ensuite, il était tellement drôle et amusant, pas pour lui-même parfois, mais pour les autres. Stan était un avocat brillant. Alors il aimait bien Zeteo, et c'est lui qui vous avait fait connaître Fratello avec Christina, votre nièce, qu'on salue. Et on a fait deux Fratellos formidables, un à Rome et l'autre à Lourdes, et ça a été formidable. Et Stan avait une capacité d'enthousiasme qui était vraiment extraordinaire, et une capacité d'admiration. Mais au fond, c'est très profond, l'admiration, parce que on est là pour admirer, finalement. On devrait admirer Dieu, mais la nature, mais il avait cette capacité de s'enthousiasmer pour je sais pas, pour des choses même petites, mais il m'a vraiment encouragée dans beaucoup de choses. Je suis très heureux qu'on lui rende hommage. Et ce que je suis aussi, vous voyez, mon fils est très différent. Il est moins, disons, engagé dans il parlera pas, je sais pas, il est spirituel. Mais peut-être il est moins, disons, engagé dans des choses catholiques. Mais il adorait Stan. Mais vraiment, je suis contente de parler de lui parce qu'il était, il était profondément original. Isabelle Dornano, vous avez parlé tout à l'heure de la prière, et je connais grâce à vous une prière. Je sais que vous aimez beaucoup la prier. J'ai tout remis entre tes mains. C'est le père Nicolas Butet qui me l'avait envoyé. Qui était un ami de Zeteo aussi, bien sûr, qu'on salue. J'ai tout remis entre tes mains. Ce qui m'accable, ce qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains. Je la connais très bien, et elle s'adapte, elle est très bien parce qu'elle s'adapte à toutes les spiritualités. Au fond, on n'a pas besoin d'être catholique ou d'être même chrétien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une prière d'abandon, de confiance totale. Remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout ce qu'à ce jour je crains. C'est tellement vrai, ce qu'à ce jour nous craignons. Isabelle Dornano, nous arrivons au terme de cet entretien. Je me réjouis qu'on ait pu rendre hommage à Stan, qui était un ami de très longue date, et qui nous manque. Il nous manque beaucoup. Oui, il nous manque beaucoup. Donc on salue alors Christina, votre nièce, et heureusement qu'elle est là. Je l'aime aussi beaucoup. Et elle était formidable aussi. Ce sont des bons éléments dans notre famille. Voilà, je suis contente qu'il fasse partie de ma famille. Isabelle Dornano, je tiens à vous remercier de tout cœur pour cette participation, pour ce témoignage. Je crois que c'est important aujourd'hui de savoir qu'il y a dans notre monde des lueurs d'espoir et des personnes qui donnent cet exemple dans la société. C'est pas une mauvaise société. Il y a du bon et du moins bon. Mais en tout cas, c'est sympathique de témoigner, de toute façon. Je vous remercie en tout cas infiniment, Isabelle Dornano. Et je vous dis à bientôt, chers auditeurs, pour un prochain épisode.